en attente de Amine. Yeah, here he is. Salut Racha. Salut. Wesh راك ça va bien? Ça va. La dernière fois ما خليتكش هكذاك. C'est la coupe تاع الكونفينمون هذاك درتها. Oui, t'as genre vite fait, facile, pas de problème. Bah oui. Wesh راك Amine راك bien? Moi sans quoi faire. C'était la seule solution. Voilà, ça va, alhamdoulilah. Ça va et toi? Donc ça va, راك تشوف derrière moi les papillons dans mon monde et tout. Bon, je suis pas confinée. اليوم أنا bon, je travaille à niveau officiel. Donc Amine il va se présenter. Je vais épingler le sujet là, les affaires réglementaires. Il va nous raconter son parcours, les différents choix qu'il a fait, et les questions, il y a comme des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc je vais les retenir ou les 15 ou bien les 20 dernières minutes, ça dépendra de وقتاش يكمل. Donc il a eu qu'un خط Amine, تفضل. شكرا الأخت. Donc ouais, alors j'ai fait un petit je me suis fait genre un petit genre des bullet points hakaaya. Je vais essayer de structurer chouïa parce que voilà, pour ne pas partir dans tous les sens, etc. J'espère que ça va du coup faire du sens. Donc je vais commencer avec mon parcours. Alors donc j'ai commencé en pharma, j'ai fait mes études de pharmacie Maak Racha. Donc j'ai fini en 2010 la fac centrale Alger. Ensuite j'ai pas fait de spécialité ou la hakaaya. Ensuite j'ai travaillé pendant 1 an au Dzaïr. J'ai travaillé en officine pendant quelques mois. J'ai fait quelques mois dans une petite entreprise, dans un truc qui, avec du recul, n'avait pas tellement de sens. Mais bon, voilà. C'était difficile au début. En fait, c'est difficile quand tu termines en pharma. Moi, personnellement, en tout cas, j'ai été très déçu par les opportunités quand j'ai fini mes études, tu vois. Genre, là, pharmacie, tu vois. Alors que donc, j'ai essayé, j'ai déposé avec l'agrément, etc. Bon, tout ça n'a pas marché. Bref, j'ai fait l'officine pendant quelques mois. Et puis, 1 an après, je suis parti en France. Donc, je suis parti assez vite en France. Donc, voilà. Donc, juste pour dire qu'en fait, tout ce que je vais raconter par rapport aux affaires réglementaires, c'est par rapport à mon expérience en Europe. C'est-à-dire que j'ai jamais travaillé en industrie pharmaceutique au Dzaïr. Et tout ce que j'ai fait au Dzaïr, c'est juste les études de pharmacie. Voilà. Donc voilà, donc je suis parti en 2011 en France. J'ai commencé en M1, donc j'ai pas fait l'équivalence, etc. Donc déjà premier point pour les gens qui se posent la question, parce que je sais qu'en France on se pose beaucoup la question quand on est pharmacien, qu'on arrive en France, est-ce qu'il faut faire l'équivalence, etc. Si on veut travailler en industrie pharmaceutique, à mon avis, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que quand tu regardes, c'est mieux d'avoir un diplôme français, etc. Mais franchement, quand tu regardes l'investissement pour obtenir l'équivalence, c'est-à-dire il faut que tu repasses le concours ta première année en France qui est super dur. Ensuite, il faut que tu refasses encore 5e, 6e année, etc. Franchement, tu vas finir après en industrie pharmaceutique. Si tu veux faire de l'industrie pharmaceutique, en fait, tu vas avoir des postes que tu peux avoir avec juste un master. C'est-à-dire ton diplôme de pharmacien algérien et un master. Sauf si tu veux faire des trucs vraiment très spécifiques en assurance qualité, où il faut libérer les lots, etc. Mais franchement, ça, c'est juste un métier. Mais par exemple, en affaires réglementaires je vais parler des affaires réglementaires. Affaires réglementaires, il n'y a pas besoin d'équivalence. D'accord? Très bien. Bon, voilà, bref, c'était une petite parenthèse. Donc, Anaya, j'ai fait master. J'ai fait un master 1. J'ai commencé en master 1. En fait, j'ai fait un master en immuno-microbio. Donc, c'était orienté recherche. Bon, peut-être j'ai un parcours un petit peu atypique, mais voilà. Donc, moi, j'ai fait de la biologie. J'ai fait, voilà, immuno-microbio, viraux, tout ça. En M1. Ensuite, j'ai fait un M2 en immuno, spécialisé en immuno, mais orienté industrie, déjà. Donc c'était en fait c'était tout ce qui concerne l'utilisation de l'immunologie en industrie pharmaceutique pour faire des médicaments, c'est-à-dire les anticorps monoclonaux, les thérapies cellulaires, même les thérapies géniques, etc. Tout ce qui implique le système immunitaire et des médicaments à base d'anticorps, etc. C'était un peu ça les études c'était le master Hadak. Et donc, c'était destiné, si tu veux, pour travailler en recherche et développement dans l'industrie pharmaceutique, pour faire de la recherche et développement.
Ensuite, Anaya, donc à ce moment-là, j'ai fait des stages, etc. J'ai fait un stage en M1 notamment en laboratoire de recherche, l'Institut Curie. Personnellement, moi, je me suis rendu compte à ce moment-là que la recherche, c'était pas vraiment fait pour moi, parce que, alors moi, j'adore la science. Hein. J'adore la science, j'adore le côté scientifique, pharmacie, j'ai beaucoup aimé, etc. Mais la paillasse, j'ai pas aimé. C'est-à-dire travailler en paillasse, comme les réactifs, ou ou de la PCR, ou les trucs haka. Personnellement, bon, c'était pas ton truc. C'était pas mon truc. Et là, j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire pour rester quand même dans la science, en contact avec de la science, mais ne pas faire de la science en laboratoire, la blouse blanche ou la paillasse ou les manips, etc. Et en fait, j'ai découvert les affaires réglementaires en France. Donc, je sais pas, Tokatik, maintenant, à quel point les étudiants en pharmacie sont informés à propos des affaires réglementaires en Algérie, mais à mon époque, à notre époque, franchement, j'avais aucune information sur les affaires réglementaires. C'était pas clair, en fait, là. Voilà. Donc, j'ai découvert en France les affaires réglementaires et ensuite, donc, j'ai fini mon master 2 en immunologie. J'ai fait un autre master 2 en affaires réglementaires. Donc, mon master en affaires réglementaires, moi, je l'ai fait à Montpellier. Donc, les deux masters en immuno, le master en immuno, je l'ai fait à Paris. Et ensuite, pour les affaires réglementaires, à Montpellier. D'ailleurs, pour ceux qui sont en France ou qui veulent aller en France, c'est un master que je conseille si les gens veulent faire des affaires réglementaires. Franchement, c'était un très bon master. Anaya, j'avoue que j'avais postulé à d'autres masters, ils m'ont pas accepté. Les masters les plus connus les plus réputés sont à Paris. عندك Paris, عندك Lille, وعندك ثانيك Bordeaux, je pense, et Lyon. Et Strasbourg aussi, ils sont réputés. Mais franchement, avec du recul, moi, le master que j'ai fait à Montpellier, il est un petit peu moins réputé, donc un petit peu moins sélectif. Et donc, tu as plus de chances d'être accepté. Et franchement, il est de très bonne qualité. Donc, oui, parfois, il y a certaines universités qui sont très sélectives et tout. Elles sont vraiment bien et moins sélectives. Non, elle n'est pas bien réputée, alors que ça peut être un truc très intéressant à faire. Donc, c'est un bon point à préciser, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et alors, l'université de Montpellier, la fac de pharma de Montpellier, elle est réputée. C'est le master en affaires réglementaires qui était moins réputé parce que il y avait les masters parisiens qui étaient déjà là depuis des années, qui se sont fait une réputation, etc. Donc, إذا واحد صح له le master à Paris, c'est très bien. Mais il faut pas viser que Paris, etc. Moi, ce que je conseille aux gens qui veulent faire des affaires réglementaires et qui sont en France, c'est de postuler partout, à tous les masters en affaires réglementaires. Et franchement, quel que soit le master, il sera bien. Je pense qu'il sera bien. Bref, voilà. Donc, Anaya, j'ai fait le master Hadaya. Bon, le master 2, c'est quelques mois de cours jusqu'à janvier. Et ensuite, c'est un stage. Un stage de 6 mois. Donc, c'était mon premier stage en affaires réglementaires, ma première expérience réelle en affaires réglementaires. Et là, je suis retourné à Paris. Par contre, pour le boulot, alors l'industrie pharmaceutique, pour le boulot, c'est Paris, Lyon. De manière générale, hein. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a Marseille, Tanekchouia, il y a des entreprises pharmaceutiques, il y a un peu à Nice, il y a un pôle AK de biotech, etc. à Nice. Voilà, il y a quelques endroits, d'autres villes où il y a des entreprises pharmaceutiques, mais franchement, le gros des industries pharmaceutiques, c'est soit en Île-de-France, donc Paris et les alentours, et ensuite c'est Lyon. Voilà, donc je suis retourné à Paris. J'ai commencé un stage en affaires réglementaires dans une petite boîte qui s'appelle Onxeo, mais je pense que personne ne le connaît. C'est vraiment une petite boîte de 50 personnes qui fait encore du développement en oncologie, qui développait un médicament en oncologie et qui avait aussi d'autres produits en infectieux, etc. Donc j'ai commencé j'ai fait mon stage là-bas, j'ai fait 6 mois, j'ai fini mon stage et ensuite j'ai enchaîné avec un CDD au LFB, c'est le Laboratoire français des biotechnologies. J'ai travaillé sur là il faisait tout ce qui est immunoglobuline par intraveineuse.
Pour guérir les maladies immunitaires, ils faisaient aussi des facteurs de coagulation, etc. En fait, c'était des médicaments dérivés du sang. Le LFB, ils sont spécialisés sur les médicaments dérivés du sang. En fait, c'était un remplacement de congé maternité, donc j'ai fait 5-6 mois معاهم. Et ensuite, en fait, j'ai été recruté par la boîte leader dans mon stage. Ton stage après avoir fait Montpellier, c'est ça? Non, à Paris, oui, à Paris. Donc Montpellier, c'était juste le master. Et c'est ça aussi que les gens doivent avoir en tête. Imaginons, c'était mon cas. تتلحق Paris, tu trouves un appart, tu galères, etc. Parce que bon, on va pas parler du côté paperasse, appartement, etc. Mais ceux qui ont été à l'étranger, à la Banane, c'est une grosse galère quand tu es algérien, que tu débarques. Voilà, c'est aussi un point à considérer, en fait. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Après, s'il y a des questions, les gens veulent en savoir plus, je pourrais en parler. Mais voilà, le côté paperasse, etc. À la Banane, tu arrives, tu es étranger, lazim titre de séjour, lazim تلقى un appartement, lazim bzaf swaleh. Donc, ce que je voulais dire juste, c'est que généralement, voilà, quand on arrive, imaginons, نلحقت Paris, et je me suis installé et ensuite il s'appelait master à Montpellier qui est à l'autre bout de la France. Donc تبدا تقول كيفاش دوك نروح لمونبليي ولازم نعاود نبدا كلش من دار وجديد, il faut que je trouve un appart, etc. والخدمه في Paris, etc. Il faut pas trop se soucier de ça parce que généralement on retrouve à Paris. Donc en fait, si tu trouves un master ailleurs, ça sera juste pour 3-4 mois pour les cours. Moi, j'avais pris une chambre en cité universitaire, pablonné, normal. J'ai eu une chambre très bien à côté de l'université. Donc 3-4 mois, t'as les cours. Et après, je suis à Paris et j'ai plus jamais bougé de Paris. Enfin, jusqu'à ce que je quitte la France. Mais voilà. Donc, toutes mes expériences professionnelles, c'était à Paris. Voilà. Donc, je disais, j'ai été recruté par Onxeo Adoma. J'ai travaillé 3 ans en affaires réglementaires à Ndom. Où j'ai travaillé sur l'étude clinique du médicament qui était en développement en phase 3 d'études cliniques dans le cancer du foie. Donc c'était de la doxorubicine qui est un truc utilisé en chimiothérapie, voilà, un truc connu en chimiothérapie, mais qui était formulé dans des nanoparticules. Donc là c'était ça le côté innovant, qui était censé cibler la tumeur, etc. Donc ça a été voilà une grosse étude de phase 3, etc. Moi j'ai travaillé essentiellement sur ça et j'ai travaillé aussi sur les autres produits. Oui, c'était plus ce qu'on appelle du life cycle management. Je vais en parler plus tard. C'est-à-dire les produits qui sont déjà sur le marché. Hada, il n'était pas déjà sur le marché. Oui, parce que c'était en phase d'étude, donc mazal ma tkhallch, bien sûr. Et je vais en parler plus tard. Il y a différentes facettes du métier des affaires réglementaires. Donc je vais y venir. Donc voilà, 3 ans en Ndom. Bon, malheureusement l'étude au final elle a été négative. Ça c'est les aléas de la science. Donc l'étude a été négative, le produit n'a pas marché sur les patients. Bon, en tout cas pas suffisamment. Et ensuite alors j'ai quitté l'entreprise AD et donc je l'ai quitté en 2018, enfin fin 2017 et début 2018. Je suis parti en Belgique. Donc là, je suis à Bruxelles depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. Je travaille chez une entreprise qui s'appelle UCB. C'est une entreprise, c'est une multinationale, mais à la base, c'est une entreprise belge c'est une plus grande entreprise. Là, c'est une entreprise on est 7000 au niveau mondial, etc. Qui fait alors plus dans la neurologie. Par exemple, UCB, c'est ceux qui ont fait Keppra. Pour ceux qui connaissent, qui travaillent en officine, etc. Pour l'épilepsie, par exemple. Ils ont fait des antihistaminiques, ils font... bref, voilà, c'est neurologie essentiellement et maladies immunitaires tanniques. Donc, on revient à l'immuno. Ils ont des anticorps monoclonaux, des fragments d'anticorps, etc. pour tout ce qui est polyarthrite rhumatoïde, tout ça. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans, les 2 dernières années, j'ai travaillé sur un produit qui est un anticorps monoclonal pour l'ostéoporose. Donc c'est pareil, c'était un produit innovant qui a été étudié. Donc là, les études étaient positives et donc moi j'ai travaillé sur l'enregistrement sur l'AMM. Je pense que beaucoup de gens savent. Je pense que si vous êtes en pharma, vous savez ce que c'est une AMM. En tout cas, vous avez une idée.
Mais voilà, l'AMM, la procédure d'AMM en affaires réglementaires, si tu veux, c'est la principale procédure qui existe. Donc, si tu veux, quand tu fais des affaires réglementaires, l'AMM, c'est le truc le plus important que tu puisses faire dans une carrière d'affaires réglementaires. Parce que c'est une grosse procédure très longue qui dure, ça a duré quasiment 2 ans. Mais généralement, c'est entre un an et quelques mois. Et au final, c'est ce qui permet de passer d'un médicament qui était juste en test à un médicament qui est enregistré et donc qui peut être utilisé par les gens. Exactement, mis sur le marché. Donc j'ai travaillé jusqu'à il y a quelques mois sur ce projet. On a eu l'AMM, ce qui était très bien. Et là, depuis quelques mois, je travaille sur un autre produit. Maintenant, je suis revenu en phase 3 d'essai clinique, donc en développement, sur un fragment d'anticorps dans le traitement du lupus, donc maladie auto-immune. Donc c'est une étude de phase 3 clinique, donc à peu près ce que je faisais chez Onxeo. Voilà, donc mon parcours, voilà, c'est à peu près ça. Voilà, après s'il y a des questions, je répondrai par rapport à ça, mais voilà, globalement c'est ça. Ensuite, donc je regarde ma liste, j'essaie de regarder mon truc. Donc ce que je voulais parler ensuite, le métier des affaires réglementaires. Oui, c'est quoi exactement? Est-ce que tu peux l'appeler? Voilà, exactement. Voilà, donc le métier des affaires réglementaires. Anaya, si je devais résumer de manière générale et avec des mots, on va dire simples, c'est quand tu fais des affaires réglementaires, tu es l'interface entre ton entreprise, la boîte pharmaceutique pour laquelle tu travailles, et les autorités réglementaires, donc les agences de santé. Il faut savoir que dans chaque pays, il y a une autorité réglementaire, il y a une agence de santé. Par exemple, en France, c'est la NSM. En Algérie, c'est, je pense, le ministère de la Santé, Institut Pasteur, c'est un peu entre les deux. Je sais pas trop. Enfin voilà, comme je vous ai dit, j'ai jamais donc je connais pas très bien les détails et tout. Mais il y a une agence réglementaire, il y a une autorité qui approuve ou refuse des médicaments, des essais cliniques, etc. Que ce soit Fedzaïr ou n'importe quel pays. Ensuite, au niveau régional, notamment en Europe, il y a l'agence européenne du médicament. Parce qu'il y a l'Union européenne, donc ils ont fait l'agence européenne du médicament, où en gros, elle contrôle les médicaments, elle fait l'évaluation, etc., au niveau européen. C'est-à-dire que, par exemple, si tu obtiens une AMM au niveau de l'EAMA, ce qui était notre cas, par exemple, pour le produit à l'ostéoporose, on peut directement vendre le produit sur l'ensemble du territoire européen, dans les 28 pays de Tarlaqa. Aux États-Unis, il y a la FDA, Maroufa, Food and Drugs Administration, donc c'est aussi une agence de référence. Les deux agences de référence, c'est EAMA, donc Europe, et FDA aux US. Ensuite, il y a aussi l'agence japonaise, PMDA, qui est aussi assez réputée. Mais voilà, pour dire que dans chaque pays ou dans chaque région, il y a des autorités réglementaires. Donc nous, on est l'interface entre notre entreprise et les autorités de santé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, si tu veux, le métier quand tu es en affaires réglementaires, ton entreprise, elle veut développer un médicament, ou elle veut mettre sur le marché un médicament, ou elle a un médicament qui est sur le marché et qu'elle veut continuer à vendre, etc. Sachant que un médicament, il a un cycle de vie, donc un life cycle. C'est-à-dire que un médicament, même s'il est déjà sur le marché, il y aura toujours des changements, que ce soit dans le procédé de fabrication, ou là de nouvelles données cliniques, ou là des effets indésirables qu'on découvre et qu'on connaissait pas avant, etc. Donc il y a plein de trucs qui peuvent arriver dans la vie d'un médicament. Et si tu veux, le domaine du médicament, il est réglementé du début à la fin. Donc l'industrie pharmaceutique, c'est un secteur qui est hyper réglementé. C'est pour ça que les affaires réglementaires en industrie pharmaceutique, c'est un métier qui est très important. Parce que en industrie pharmaceutique, tu peux pas faire un pas sans avoir une approbation réglementaire. Il faut tout le temps checker, est-ce que... après, bon, je parle par rapport à l'Europe, États-Unis, etc. Enfin, voilà, les régions de référence, etc. Parce que je sais que
voilà, on peut dire, mais oui, mais par exemple en Afrique ou je sais pas, en Asie, etc. C'est peut-être plus simple, c'est moins réglementé. Il y a des gens qui font n'importe quoi, etc. C'est vrai, mais là je parle du métier et en théorie, est-ce que devrait être le métier et c'est le cas si tu veux, si tu travailles en Europe ou là aux États-Unis, c'est le cas. On peut pas faire un pas sans avoir une approbation, etc. Les autorités sont très sérieuses et enfin ils rigolent pas, tu vois. Donc et les entreprises sont généralement aussi très sérieuses. Donc si tu as une affaire réglementaire, tu as ton importance au sein de l'entreprise pharmaceutique. Donc, كما نقولوا عندك قيمتك le tissu, on va dire, t'as gars les métiers de l'industrie pharmaceutique. Et donc voilà, nous notre rôle, c'est que voilà ton entreprise, disons, elle veut développer un médicament, etc. Eh bien, pour faire ce pas, il faut avoir les autorisations nécessaires. Pour avoir les autorisations nécessaires, il faut soumettre des dossiers aux autorités de santé qui vont évaluer ces dossiers et qui vont dire oui ou non. Tu vois, ils vont te dire, voilà, par exemple, tu veux faire un essai clinique. Tu dois faire une demande d'autorisation d'essai clinique. La demande, c'est quoi? C'est un dossier qui va être évalué. Il y a des procédures réglementaires qui va être évalué par les autorités de santé, européennes, américaines, peu importe, là où tu veux aller, et qui ensuite vont dire oui ou non. Tu veux mettre un médicament sur le marché, c'est pareil. Il faut passer par une procédure d'autorisation de mise sur le marché. Donc, d'AMM, c'est un gros dossier, tu le déposes, c'est une procédure, et tu es en interaction avec les autorités de santé. Donc, généralement, quand on est en affaires réglementaires, tu as ton entreprise qui veut faire plein de trucs, parce que les autres gens qui sont en industrie pharmaceutique et qui sont pas en affaires réglementaires, et parfois ils ont tendance à croire qu'on peut tout faire, tout est permis, etc. Donc, au moins, ils veulent avancer vite, tu vois, ils veulent avoir des résultats, et il y a des gens qui sont très scientifiques, même trop scientifiques, et qui sont dans leur bulle de scientifique, tu vois. Donc en fait, ils comprennent pas les affaires l'aukhrin, genre ils حابين يلحقوا leur objectif directement alors que exactement. Ça prend le temps. Exactement. Et alors ce qui est important dans le métier d'affaires réglementaires, c'est de comprendre les deux. Parce que toi tu es au milieu. Donc il faut que tu comprennes ce que ton entreprise veut faire. Ça passe par interagir avec l'ensemble les gens qui sont spécialisés en clinique, les gens qui sont spécialisés en CMC, c'est-à-dire tout ce qui est production, fabrication, chimie, tout ça, blabla, les usines, etc. Les gens qui sont spécialisés en études non cliniques, c'est-à-dire tout ce qui est études fondamentales sur les animaux, etc., etc. Il faut que tu saches interagir avec eux au sein de ton entreprise. Alors, en plus des gens en marketing, etc., qui pensent argent, qui pensent performance, etc., chiffres, etc. Parce que eux aussi, il faut les gérer, etc. Donc, il faut les comprendre eux, savoir ce qu'ils veulent, les aider à constituer le dossier pour faire, par exemple, la demande. Et ensuite, tu le soumets aux autorités. Les autorités vont te poser des questions, ils vont te dire oui, non, parfois ils vont pas comprendre, parfois ils vont partir dans tous les sens. Voilà, c'est des experts les experts qu'on a dans l'entreprise pharmaceutique. Et toi, tu es au milieu. Donc il faut comprendre les deux et il faut faire le lien entre les deux. Tout en connaissant bien sûr le côté réglementaire un peu plus, on va dire, administratif, mais moi je considère que c'est pas de l'administration, c'est du réglementaire, c'est-à-dire connaître les procédures, savoir connaître les réglementations, les guidelines, les lois, voilà, les lois, quels sont les requis, etc., etc. Pour ne pas mâcher le haq avec un dossier qui veut rien dire, tu vois. Donc généralement, on essaie de constituer un dossier qui va être accepté par la suite. Donc, il faut déjà savoir ce qu'attendent les autorités de santé. Et ça, c'est écrit dans des guidelines, dans des règlements, sur les sites des autorités, etc., etc. Donc, c'est toute une réglementation qui existe et qu'on doit nous connaître et expliquer à nos collègues qui sont des purs scientifiques ou des purs commerciaux, etc. Voilà, donc si tu veux, voilà, c'est un peu ça le métier. Ensuite, le métier des affaires réglementaires en lui-même, Racha, n'hésite pas à me dire si je dois accélérer ou là, parce que non, je suis pas dans la
Voilà. Pour les questions, j'essaie de les noter. On va devoir en répondre à la fin, les 15 dernières minutes, d'accord? Voilà, d'accord, ok. Donc, ce que je voulais dire, Tanik, c'est que le métier des affaires réglementaires, en fait, c'est pas le même partout. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sous-métiers, si tu veux, en affaires réglementaires. Enfin, pas dans le sens hiérarchique, mais dans le sens, c'est des métiers différents. Et moi, je dirais qu'il y a deux gros types de métiers en affaires réglementaires. Il y a le global regulatory et il y a le local regulatory. Donc ça dépend là où tu travailles. Si tu veux faire du global regulatory, donc le global regulatory, en fait, ça va être dans les maisons mères, dans les HQ. Et dans les maisons mères, c'est là où tu as les experts, les gens qui font le développement, enfin les gens, si tu veux, qui mettent les stratégies, qui prennent les décisions, etc. Et si tu veux être en global regulatory, ben voilà, il faut être dans les maisons mères. Moi, par exemple, j'ai fait jusqu'à présent que du global regulatory, c'est-à-dire que les entreprises c'était des maisons mères, et donc je faisais du global regulatory. Plus Europe, mais j'étais dans les départements globaux, c'est-à-dire là où les stratégies se discutent, là où les décisions se prennent, là où on met en place un plan de développement, on met en place une étude clinique, etc., etc. Moi, je considère que c'est ce qui est le plus intéressant. Après, chacun ses préférences, mais je considère que si vous aimez la science, moi, c'est ça que je dirais. Il faut qu'il se pose la question, qu'est-ce que je veux, etc. Si tu aimes rester proche de la science, il faut être en global. Parce que c'est là où ça va être comme ce que je viens de décrire. Tu vas être au milieu entre les autorités et les experts, les scientifiques, etc., etc. Et ensuite, il y a le local regulatory. Et ça, c'est généralement dans les filiales. Donc, par exemple, tu prends une multinationale, elle a des filiales, filiales en France, filiales en Belgique, peu importe. Et généralement, les gens qui sont en affaires réglementaires de filiales, ils vont avoir un rôle différent de ceux qui sont en global. C'est-à-dire, ils vont pas être en contact direct avec les experts qui sont en maison mère, le labo de développement, etc., etc. Ils vont être en contact avec les gens du global regulatory. Donc, si tu veux, le local regulatory, c'est le global regulatory qui leur donne les ordres et qui leur dit quoi faire. Et généralement, le global regulatory, par exemple, imaginons on veut faire une demande d'essai clinique, le dossier il est constitué au niveau du global, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis j'ai oublié de préciser. Alors quand je dis déposer un dossier, avoir une évaluation, une procédure, etc. Et c'est pour ça que je dis regulatory, il y a beaucoup, on peut être bien exposé à la science dedans parce que les dossiers c'est de la science. Les dossiers, c'est pas un formulaire, cocher les cases, etc. Parce que je pense qu'il y a des gens qui croient en fait que les affaires réglementaires, c'est ça. C'est un formulaire, etc. Coche des cases et c'est tout. Ça, c'est plus si on est dans le local regulatory. Mais si on est dans le global regulatory, un dossier d'AMM, c'est des rapports d'études cliniques, c'est des rapports d'études sur les animaux, sur les machins, c'est toute la description du procédé de fabrication, c'est quasiment que de la science. Il y a quelques formulaires, pour la procédure, etc. Mais le reste, c'est de la science. Et les questions qu'on va recevoir des autorités de santé, ça va pas être sur, tu vois, t'as oublié de cocher une case. Ça va être ces données scientifiques que vous avez montrées. Nous, on considère qu'elles sont pas, par exemple, je sais pas, l'efficacité. C'est-à-dire que vraiment, ils vont discuter avec les scientifiques ils vont voir que, par exemple, ça ne correspond pas à certaines d'autres études qui ont été faites, et ainsi de suite. Donc, ils vont faire la critique du dossier, comme on fait la critique d'un papier, tu vois, par exemple, d'un papier scientifique, ils vont critiquer les données scientifiques. Par exemple, nous, on arrive avec une étude clinique et on dit, l'étude clinique, elle montre que notre produit, il est efficace dans telle maladie et qu'il est meilleur que le comparateur et qu'on a une safety, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup d'effets indésirables, etc. Eux, ils vont éplucher les données et ils vont peut-être revenir avec des questions en disant mais non, mais regardez, les chiffres que vous avez ici, c'est pas vraiment
aussi bien que vous dites, vous avez eu des effets indésirables de tel ou tel type, comment vous expliquez ça, l'efficacité, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas supérieure à ça, enfin tu vois, bref, après c'est un débat, c'est une discussion scientifique. Et tout ça, ça arrive au global généralement. Le local, c'est plus, voilà, donc le dossier il est constitué. Ensuite, le local, c'est vrai qu'ils font un peu plus que la partie administrative, parce que la partie scientifique, elle aura déjà été faite au niveau du global. C'est la deuxième étape, genre les cases à cocher et les différents papiers à déposer et tout. Donc c'est eux qui s'occupent de ça. Voilà, un petit peu. Et donc le local régulatoire. Après, ils ont d'autres fonctions que nous, on n'a pas vraiment dans le global. Par exemple, ils s'occupent du contrôle. Par exemple, en France, on appelle ça le contrôle de publicité. Donc, tout ce qui est promotion des médicaments. Là, il y a un peu de science. Là, il y a un peu de science parce qu'en gros, en fait, quelle que soit la promotion que tu veux faire sur un médicament, donc promotion aux médecins, c'est-à-dire donc les visiteurs médicaux, les délégués médicaux, ils rentrent avec des brochures, etc. Tu vois. Donc, les brochures, le contenu de les brochures, il faut qu'il soit validé par les autorités de santé avant. Et le principal critère, c'est que toutes les informations qui sont, par exemple, dans une brochure de promotion, elles doivent être, supportées par des données scientifiques. Et Hadi, par exemple, c'est les gens du local régulatory qui font ça. Ils vérifient si les trucs de promotion sont bien en règle, est-ce qu'elles correspondent bien aux données scientifiques, est-ce que maranash nzidu alayha, tu vois, parce que les gens du marketing, par exemple, c'est eux qui font ça et ils ont tendance, par exemple, à vouloir en rajouter un petit peu plus, à exagérer, à machin. Donc ça, par exemple, c'est un des rôles des local regulatory. Ils font tout ce qui est ce qu'on appelle le labeling. Le labeling, c'est l'information, l'information sur le produit. Donc c'est le RCP. J'espère que les gens savent à peu près ce que c'est. C'est le résumé des caractéristiques du produit. Le RCP, c'est à peu près ce qu'on retrouve dans Kit Fath El Vidal, par exemple, ou la Dorose, ou là. Avec la monographie d'un médicament, généralement, ça correspond au RCP. Donc, c'est un résumé des informations sur le produit que le médecin va utiliser ensuite pour savoir à quoi sert le produit, quels sont les risques, quels sont les avantages, etc., etc. La notice technique, c'est du labeling. Voilà. Donc, au local regulatory, ils peuvent faire ça aussi, mais plus au niveau local, parce qu'au global technique, les informations, elles sont aussi décidées au niveau global. Voilà, enfin tout ça pour dire qu'il y a deux gros pôles le métier des affaires réglementaires. Il y a si on est dans le global ou là si on est dans le local. Le local généralement, donc voilà, j'ai pas envie de dire que le local c'est pas bien. J'ai pas envie de dire que le local c'est ennuyant ou là c'est juste l'administration ou là que c'est le global qui est mieux, etc. Non, je dis juste que c'est différent. Donc le local regulatory, ils ont leur importance. Mais c'est juste qu'ils sont moins en contact avec le côté scientifique, etc. Et généralement, c'est un petit peu moins, disons, un petit peu moins stressant, un petit peu moins challenging que d'être en global, parce que moi, je considère que c'est quelque chose de bien, mais et c'est ça, donc ça me fait du coup passer ce que je voulais dire, Tanik, par rapport aux skills qu'on doit avoir si on veut faire des affaires réglementaires. Voilà, exactement. Il y avait au fait une question qui disait en ce qui concerne quelles sont les skills et les compétences pour décrocher un poste là où tu es, par exemple. Ouais, voilà. Donc, du coup, alors moi, je vais plus parler d'un poste en global. Donc, je dirais, alors moi, ce que j'ai listé, par exemple, les principaux skills, je dirais, il faut être rigoureux. Donc là, c'est plus les soft skills. Après, en termes de connaissances, il faut avoir un background scientifique et de préférence, un background technique, avoir fait un master en affaires réglementaires, par exemple. Donc, au niveau des diplômes, généralement, c'est diplôme de pharmacien plus master en affaires réglementaires. C'est très bien, tu vois, ça passe. Il y a même des gens qui sont en affaires réglementaires sans avoir fait de master en affaires réglementaires.
En France, c'est un peu rare parce que comme il y a des masters, ben, les entreprises, elles ont tendance à vouloir apprendre les gens qui font les masters RADO. Mais il faut savoir que la France fait partie des rares pays où il y a des masters en affaires réglementaires. Il y a plein de pays en Europe où il n'y a pas de master en affaires réglementaires. Et donc, si tu vas à un niveau plus international, donc dans une maison mère, par exemple, d'une grande entreprise, les gens qui sont en affaires réglementaires, il y a beaucoup de pharmaciens, mais ils n'ont pas tous forcément des masters en affaires réglementaires, tu vois. Donc moi, je dirais que le background scientifique est plus important que avoir fait un master en affaires réglementaires ou pas, tu vois. Le master en affaires réglementaires, c'est un plus. Voilà, donc ça, c'est par rapport au diplôme, etc. Ensuite, les soft skills, donc je disais rigueur, parce que on interagit avec des autorités de santé qui sont très rigoureuses, une réglementation qui est stricte, des procédures qui peuvent être longues, et donc si tu te trompes, et que au final c'est rejeté, il faut tout refaire. Et ce qu'il faut savoir, Tanik, c'est qu'en industrie pharmaceutique, le temps, en l'occurrence, c'est vraiment de l'argent. Donc, le temps est très important. Et les gens autour, tu as le marketing, tu as les gens qui pensent business, ils vont toujours te pousser à avoir les procédures les plus rapides possibles. C'est-à-dire, ils veulent avoir une autorisation. Rapidement. Voilà, l'autorisation, et j'ai la semaine prochaine, tu vois. Et alors que si la procédure elle dure 2 mois, ben c'est 2 mois. Généralement, les gens sont compréhensifs. Donc après, ils respectent, tu vois, ils respectent la réglementation, etc. Mais ils vont quand même te mettre la pression pour avancer le plus vite possible. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à la rigueur, c'est que si t'es pas assez rigoureux et que tu fais un dossier, genre à peu près, et que ça te prend 2 mois, et que à la fin, comme le dossier n'est pas clean, n'est pas parfait, eh ben, les autorités vont le rejeter, ben, ça veut dire qu'il faut que tu refasses encore 2 mois. Et ça, c'est vraiment pas bien pour une entreprise pharmaceutique. Donc, c'est pour ça que la rigueur, c'est important. Et par exemple, est-ce que ça peut être l'un des challenges du métier? Parce qu'il y a une question qui dit, est-ce que, les challenges du métier, c'est un exemple. Si, il faut avoir, l'autorisation dans les 2 mois, par exemple. Ouais, le temps. Le temps, c'est toujours un challenge en affaires réglementaires. Ensuite, en termes de les soft skills, un des challenges, c'est que on est, comme je disais, on est au milieu de plein d'interlocuteurs qui ont des visions différentes, qui sont tous experts dans leur domaine et qui peuvent avoir des visions différentes. Donc chacun, il regarde les choses à travers son angle de vue à lui, tu vois. Et donc, il faut être capable de comprendre, en fait. Sans être expert, parce qu'on n'est pas expert. Et c'est là, je pense, où être pharmacien, ça aide beaucoup. Parce que en pharmacie, alors moi, en tout cas, personnellement, moi, un qui commet les études de pharma, tu vois, j'avais l'impression que je connaissais rien et qu'en même temps, je connaissais tout, tu vois. Ouais, c'est l'impression qu'on a tout le temps après avoir fini. Voilà, on est des généralistes. Donc, en fait, on est expert en rien du tout. Mais on est capable de comprendre plein de choses. Et ça, c'est important en affaires réglementaires. Parce qu'en affaires réglementaires, toi, tu es expert en réglementaire. Donc, il faut la seule chose que tu es obligé de bien maîtriser, c'est la réglementation. Ensuite, tout ce qui est le côté scientifique, tu n'es pas expert. Mais il y a des experts autour de toi qui vont constituer le dossier ADAC, qui vont fournir les données, qui vont fournir les interprétations, leurs points de vue, leurs arguments, etc., pour convaincre les autorités de santé. Les autorités de santé, ils ont leurs propres experts qui vont être confrontés les uns aux autres. Et donc, tu es au milieu. Donc, il faut absolument comprendre de quoi ils parlent, tu vois. Parce que si tu comprends pas, tu es perdu. Tu vois, et tu peux pas les guider parce que c'est toi qui es censé les guider, parce qu'une procédure réglementaire, comme son nom l'indique, c'est une procédure réglementaire. Donc, si tu veux, le responsable, c'est les affaires réglementaires. Donc, ça sera nous. Même si les informations, les données viennent d'autres collègues, mais on les guide, on leur dit qu'est-ce qu'il faut donner comme information, pourquoi telle information n'est pas pertinente, pourquoi tel argument ne va pas être accepté par les autorités. Tu vois, ce genre de truc. Donc, il faut comprendre la science, sans aller dans le détail, mais juste comprendre de quoi, si tu es face à un médecin ou face à un expert qui travaille en laboratoire,
qui te parle de ses études cliniques à lui ou de ses études, de ses résultats à lui, il faut être capable de comprendre de quoi il parle. Et donc, c'est aussi l'esprit de synthèse, parce qu'il faut comprendre et il faut synthétiser. Tu vois, il faut, voilà, tu prends donc les informations et tout. Voilà, c'est les différents éléments du puzzle, les prendre et essayer de comprendre et ensuite agir en conséquence. La communication, technique, forcément, il faut avoir. Donc c'est aussi un challenge parce que franchement, même au sein, sans parler des autorités, hein, au sein de l'entreprise, généralement quand on est en train de travailler juste à préparer un dossier, mais les autorités, les gens sont jamais d'accord. Et donc il faut réussir à mettre les gens d'accord, tout en choisissant les bonnes décisions, tu vois. Donc, moi personnellement, je pense que c'est un truc important parce que ce qu'il faut savoir, Tanik, c'est que les experts qui travaillent en industrie pharmaceutique et même qui travaillent les hôpitaux, etc. Il y en a beaucoup qui ont de l'ego, tu vois. C'est-à-dire des gens les tu vois. C'est des gens qui sont c'est des gens qui sont très compétents. Ils sont compétents, mais ils ont du mal à accepter la critique, etc. Tu vois. Or, toi, en affaires réglementaires, si tu penses que ce qu'il raconte, ça va pas être accepté par les autorités, il faut le lui dire, tu vois. Donc, il faut lui expliquer. Donc, voilà. Parfois, on se retrouve dans des situations chouïa. Donc, c'est un challenge, je pense. Win. Il faut réussir à faire passer un message à des gens qui sont pas experts en réglementaire et qui croient avoir raison parce que c'est des scientifiques. Mais en fait, ils n'ont pas forcément toujours raison. Ou en tout cas, les autorités ne vont pas être d'accord avec eux. Et il faut, avoir un peu les skills cerdo. Plusieurs articles. Voilà, exactement. Donc, trouver le juste milieu en termes de communication, etc. L'anglais, c'est super important, c'est essentiel si on veut. Ah oui, l'anglais, c'est à moins que tu sois en filiale, tu vois. À moins que tu sois en filiale en France, tu vois. Si tu travailles dans le global, l'anglais, c'est essentiel. On travaille quasiment que en anglais. J'ai marqué, Tanik, le côté leadership. Parce que ça rejoint un peu ce que je viens de dire, parce que, comme je disais, on est responsable de la procédure. Donc, au bout d'un moment, il faut être un peu prendre le lead qui est Merolo et essayer de guider les différents collègues, les experts, etc., vers là où on veut aller. Donc, le côté panic leadership, je pense que c'est important. En termes de skills, moi, c'est ce que j'avais en tête. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ensuite, il y a d'autres métiers un peu plus spécifiques en affaires réglementaires. Par exemple, il y a des gens qui sont spécialisés en CMC. C'est-à-dire la chimie analytique, etc. Peut-être que contrôle qualité et des choses comme ça, peut-être que se spécialiser en CMC, regulatory, ça peut être une option, tu vois. Donc tu n'auras pas à interagir avec les autorités de santé, tu n'auras pas à avoir avec la vision plus globale. Tu seras spécialisé que dans le côté production. C'est-à-dire que tu n'auras pas du tout à travailler sur des trucs, par exemple, tout ce qui est essai clinique, ou là le côté médical, ou là le côté safety, etc. Alors que quand on est regulatory global, on est plus côté médical, tu vois. On est plus côté science, mais médical, biologie, mais pas tellement en production et côté chimie, etc. Il y a des gens, par exemple, qui sont spécialisés dans les essais cliniques, qui font du regulatory que dans les essais cliniques, par exemple chez les CRO.
Alors CRO, c'est Contract Research Organization, c'est les entreprises qui font un essai clinique pour toi, tu vois. C'est-à-dire, toi, tu es une entreprise pharmaceutique, t'as pas envie ou t'as pas les ressources pour conduire un essai clinique. C'est comme des consultants, c'est des sous-traitants. Ah, sous-traitants, third party. Exactement. C'est des sous-traitants qui sont spécialisés que dans les essais cliniques. Et donc, au moins, on a des gens en régulatory. Si quelqu'un va dans une CRO, il va faire que des essais cliniques, par exemple. Voilà. Ensuite, il y a des différences entre travailler dans une grande boîte versus travailler dans une petite boîte. Les grandes boîtes, il y a plus de hiérarchie, mais ça s'applique pas qu'au régulatory, je pense. Ça s'applique à tous les métiers là. Voilà. Donc une grande boîte, c'est plus de hiérarchie, plus de ça prend plus de temps, il y a plus d'interlocuteurs, plus de, les stakeholders sont plus nombreux, etc. Ça va un peu moins vite. Les petites entreprises, ça va plus vite et on est plus en contact avec les experts généralement dans les petites entreprises. C'est-à-dire l'interaction, elle est plus fluide. Parce qu'il y a moins de hiérarchie, il y a moins de gens, donc il y a moins de, il y a moins de protocoles, on va dire. Les big pharma, il y a plus de protocoles, plus de, ce qu'on appelle les SOP, les Standard Operating Procedures. Il y a beaucoup de procédures, tu vois, en interne, déjà, qu'il faut suivre, etc., etc. Mais généralement, ça paye mieux, il y a des avantages. Voilà, ça dépend vraiment des gens, ce qu'ils veulent, les priorités qu'on a. Voilà, je pense que c'est ce que je voulais dire par rapport au métier des affaires réglementaires. Donc, en fait, on va répondre à quelques questions. Enfin, tu vas répondre à quelques questions. Il y a une question. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours d'études? Donc, on a parlé au début du live. Le live, il sera enregistré. Tu le feras pendant 24 heures ou tu le feras sur ma chaîne YouTube. Donc, on en a parlé au début. Donc, il faut revoir le live. Sinon, il y a une question qui dit, pour travailler à un labo de recherche à l'étranger, est-ce qu'il faut faire la spécialité ou bien un docteur en pharmacie suffira? La spécialité, donc, en affaires réglementaires. Oui. Bon, je pense que tu as répondu à cette question. Ouais, donc, oui, voilà. Donc, c'est pas nécessaire, mais c'est un plus. Notamment en France. Donc, ce que je disais, c'est que, si tu vas, par exemple, ailleurs qu'en France, je sais pas, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, peu importe, ça sera peut-être moins un requis d'avoir un master en affaires réglementaires parce qu'il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de master en affaires réglementaires. Donc, ils prennent des pharmaciens normaux, tu vois. Après, tu apprends sur le tas, etc. Mais c'est pas évident parce que tu arrives sans expérience. Il faut vraiment commencer, du coup, avec zéro expérience. Et il faut trouver une boîte qui t'accepte alors que jamais tu n'as fait le stage, déjà, c'est... Voilà. Mais c'est pas impossible. D'accord. Il y a une question ici, Racha Zerk. Est-ce qu'il y a des passerelles dans le réglementaire ou bien des évolutions vers MSL ou pharmacovigilance? Moi, j'en connais pas. J'ai pas tellement vu ça. Je connais quelqu'un qui a été en réglementaire pendant plusieurs années et qui maintenant fait du marketing. Mais après plusieurs années. Mais après, je pense que même avec moins d'années d'expérience, je pense qu'on peut faire. Donc, je dirais que les passerelles, c'est toujours possible. Mais c'est pas. Je pense que c'est rare. Moi, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu beaucoup de gens qui ont switché des affaires réglementaires vers quelque chose d'autre. MSL, généralement, ils prennent des médecins. Elle est à la BLIBA, généralement, pour MSL, on prend des médecins et c'est plus orienté marketing parce que voilà. Alors qu'en affaires réglementaires, ce que je veux dire, c'est que quand tu es pharmacien, c'est difficile, je pense, d'être MSL. Parce qu'ils vont favoriser, ils vont favoriser des médecins. Pharmacovigilance, par contre, c'est beaucoup plus probable parce que la pharmacovigilance fait partie est très liée aux affaires réglementaires. Parce que les affaires réglementaires, en fait, si tu veux, le gros principe qu'a les affaires réglementaires, c'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Ouais. Donc, pour qu'un médicament, disons, soit approuvé, son bénéfice soit supérieur à son risque. Parce que le risque zéro n'existe pas, il y a toujours un risque,
Mais c'est toujours comparer les deux, tu vois. Si tu as un médicament qui a beaucoup d'effets indésirables, mais qui en contrepartie guérit le cancer, il sera approuvé. Si tu as un médicament pour la toux, mais qui a quelques effets indésirables, il sera peut-être pas approuvé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la safety, donc le côté pharmacovigilance, est très présent dans les affaires réglementaires. Je pense que c'est beaucoup plus simple de switcher des affaires réglementaires vers la pharmacovigilance. C'est plus facile, oui. Ouais. On va voir, il y a une autre question. Bon, quel est votre avis sur les industries pharmaceutiques qui recommandent 5 ans d'expérience pour y accéder? Ouais, 5 ans d'expérience, mais c'est pas pour un poste de junior alors. Parce que si c'est pour un premier poste, 5 ans d'expérience, forcément, ça n'a pas de sens. Mais je comprends. Je comprends la question parce que c'est vrai que tu trouves jamais une annonce où il y a 0 expérience, tu vois. D'ailleurs, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, de mon expérience personnelle, je pense que c'est pas qui a 5 ans d'expérience, ça veut pas forcément dire qu'il faut absolument avoir 5 ans d'expérience. Moi, par exemple, le poste que j'ai pris en Belgique, le poste dans lequel je suis, j'avais 3 ans d'expérience. Le poste, c'était, la description et tout, c'était 5 ans et plus. Et pourtant, ils m'ont pris. Pourquoi? Parce que ensuite, ils regardent aussi qu'est-ce que tu as fait pendant. Par exemple, imaginons tu n'as que 2 ans d'expérience, mais si tu as fait des choses qui les intéressent, tu es plus intéressant que quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, mais qui a fait quelque chose qui les intéresse pas, tu vois, qui correspond pas à ce que eux veulent faire. Donc je dirais c'est aussi la pertinence de ton expérience et c'est pour ça qu'il faut viser des postes où on sait que on a la connaissance, on a l'expérience qui correspond au poste. Mais chez Hakakobark, tu vois. Donc moi je dirais quand je cherche un job, je cherche plus quelles sont les activités et quels sont les topics si tu veux, les trucs qui sont couverts par le travail Hadak. Plus que le nombre d'années d'expérience, etc. D'accord, très bien. Ouais. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Voilà. Et là, je vois un commentaire, d'une amie qui est connectée, qui parle du graduate programme pour les étudiants qui sortent d'université. C'est vrai, c'est un bon point. Donc, en Europe, ça existe. Donc quand on termine, donc effectivement, tu termines le master, disons, ou là tu termines tes études de pharma, t'as pas d'expérience en affaires réglementaires. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont le concept d'un graduate program. Oui, le concept, c'est de recruter des jeunes diplômés qui n'ont quasiment pas d'expérience ou peu d'expérience, par exemple juste un stage ou là. Et qui les recrutent pour des postes en affaires réglementaires ou là dans d'autres métiers. Et généralement, c'est 1 an, 2 ans, et ça va te permettre justement de travailler. D'avoir l'expérience. Exactement. Et généralement, on te garde et tu peux rester dans l'entreprise AD et avoir plus d'expérience. Ah, super. Donc normalement, ça répond à la question t'as hadak li qalna les 5 ans d'expérience. Donc il y a de tout au fait. Il y a pas de problème. Ouais, voilà, c'est du cas par cas. Franchement, c'est du cas par cas. Il faut savoir se vendre, tu vois. Il faut savoir mettre en avant ses connaissances, ses expériences, même si c'est pas en affaires réglementaires. Imaginons, je sais pas, t'as travaillé à l'hôpital, ou là t'as travaillé en officine. C'est une expérience qui peut être intéressante pour transitionner vers les affaires réglementaires. Il suffit juste de la mettre en avant. Parce que si tu as travaillé à l'hôpital ou là en officine, par exemple, tu as des connaissances d'un point de vue médical. Tu connais pas mal d'informations sur différents médicaments. Tu as le côté hadik, approche du patient. Et ça, c'est très important en affaires réglementaires. En fait, il faut toujours penser au patient. Et d'ailleurs, il y a un point que j'ai pas mentionné en termes on va dire des skills qu'il faut avoir, c'est le côté éthique. Donc l'éthique c'est très important en affaires réglementaires. Et en fait le principal, si tu veux, le principe c'est toujours de mettre en avant le patient. Avant de faire toute chose,
il faut toujours se poser la question, est-ce que ça va être bénéfique au patient? Quel est le risque pour le patient? Et ça, quand on est, par exemple, à l'hôpital ou là, en officine, etc., ben, il y a des chances qu'on soit un peu plus sensible à ça et qu'on a de l'expérience ADIA vis-à-vis du patient. Très bien. Donc, je pense que on a fait déjà 57 minutes. كما قلت لك نديروا ساعة ما تفيقش روحك. Ouais, c'est passé vite. Merci beaucoup, Amine, d'avoir accepté mon invitation pour discuter et parler de ton expérience. Ça m'a fait énormément plaisir. Et moi je suis certaine que ça va aider pas mal d'étudiants et aussi des pharmaciens qui sont ici en Algérie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui envoyer, mais n'ajoutez pas parce qu'il y a des personnes qui ont un profil privé. Je t'ajouter, donc envoyez-lui un message. Là, le live il sera, qui m'a comme enregistré pendant 24 heures, puis il sera posté sur YouTube, sur ma chaîne. Encore une fois, merci Amine, bzaf. Et avec plaisir. Inch'Allah, à très bientôt. Enfin, je vais venir en Belgique. C'était prévu une fois la Belgique à l'ouest. On va quitter. Marhaba avec plaisir. Merci d'organiser ces lives. Franchement, je pense que c'est très intéressant pour les étudiants, pour les gens qui, enfin voilà, les nouveaux diplômés, etc. Donc, merci à toi vraiment. Merci beaucoup. Et j'espère que ça a été utile. Ça a été très utile. والله même أنا تعلمت حوايج. C'est intéressant. يعطيك الصحة encore une fois. Et نتلاقاو في ساعات الخير إن شاء الله. وما تنساوش يا جماعة تهلاو في رواحكم تهلاو في صحتكم بنيتكم. باي باي. Merci. صحة. Au revoir. Bonne soirée. Salut. Au revoir.